Nous arrivons sur la session 4 avec un peu de retard. L'équipe vous prie de bien vouloir nous excuser. Les aléas du direct et des connexions. Nous avons avec nous Laurence Roux, qui est sociologue et qui est conseillère nationale en santé publique à France Assos Santé et qui va animer avec moi ces regards croisés. Nous avons Frédéric Neves. Frédéric, vous pouvez connecter votre micro et caméra. Moi, je suis figée, donc je vais enlever ma caméra pour faciliter le débit. Et puis, Bonjour. Ariane Rose qui essaye de nous rejoindre. Mais on va déjà démarrer. Donc, vous avez eu déjà une démonstration par la pratique, une petite séquence de sophrologie que Frédéric d'ailleurs pourra nous commenter. Donc nous finissons la journée avec ces regards croisés. Alors bien sûr, on est tous en attente pour une journée des fatigues d'une solution. Vous savez qu'une solution miracle, il n'y en a pas, sinon on ne se serait pas engagé dans cette aventure un peu folle d'une journée nationale des fatigues qui va revenir tous les 21 novembre. En revanche, il peut y avoir des façons d'apprivoiser la fatigue qui fonctionnent pour certains d'entre vous, même si la science, par les données probantes, n'a pas encore forcément les moyens de démontrer par des protocoles à grande échelle une efficacité pour 100% des malades. Ça peut être 10, 20, 30%, ça peut être toujours très, très intéressant pour chacun d'entre vous. Et c'est pour cela que nous vous proposons cette séquence. Je vais laisser Laurence se représenter peut-être pour ceux qui arriveraient maintenant et Frédéric nous dire quelques mots de sa pratique, de qui elle est et de quoi, de quel horizon elle nous parle aujourd'hui. Pardon. Ah, je crois que voilà Ariane Rose qui devrait arriver avec un peu de chance. Bien, on va peut-être donner déjà la parole à Frédéric. Je suis ravie de revoir Frédéric Neves et Ariane Rose. Nous avons travaillé toutes les trois sur un projet sur la douleur et voilà. Et je suis ravie de les entendre sur les thérapies, sophrologie et socio-esthétique en réponse en fait à la fatigue. Frédéric, c'est à vous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à cette journée des fatigues. Moi je vois tout bien, je vous entends aussi, mais j'ai ma vidéo l'écran est tout noir. Je ne sais pas si vous voyez une image noire comme moi je la vois, mais c'est pas grave. Oui, alors moi je suis Frédéric Neves, donc sophrologue RNCP, diplômée RNCP. Sophrologue depuis à peu près 6 ans maintenant. Et donc, je travaille avec des personnes individuelles ou des groupes sur différentes pratiques liées aux douleurs, à la douleur, aux douleurs, à la fatigue, aux fatigues, pour reprendre confiance en soi, en ses capacités. Je fais aussi de la sophrologie pour anticiper des événements un peu perturbants. Voilà, un panel assez large. Je vois aussi bien des enfants, des jeunes que des adultes. Et voilà, donc encore une fois, ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai suivi toute cette journée qui m'intéressait beaucoup. Et donc voilà, on aura l'occasion très certainement de revenir sur certains items. Ariane, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je vais me présenter, donc Ariane Rose, je suis psychosocio-esthéticienne. J'exerce en libéral sur Paris et proche banlieue. Voilà, alors beaucoup de personnes probablement se demandent qu'est-ce que la psychosocio-esthétique. En fait, c'est un métier qui est peu connu, effectivement, ou alors on le connaît plutôt par le
le biais de tout ce qui est hospitalisation, notamment en oncologie, avec des personnes qui ont des cancers. Mais on va le voir, la psychosocio-esthétique intervient également dans beaucoup d'autres secteurs médico-sociaux. Alors moi, je vais agir sur toutes les personnes fragilisées, hommes et femmes, c'est important de le mentionner. Donc fragilisées par la maladie, par une situation de handicap, fragilisées par une détresse psychique, la précarité aussi. Voilà, et je vais agir sur ces personnes-là par le biais de l'acte de toucher du soin esthétique. Ça, c'est vraiment pour résumer la psychosocio-esthétique à sa définition la plus simple, on va dire. Donc après, je ne sais pas si on développera plus tard ou si je le fais maintenant. Mais vous pouvez développer. Ce qui serait intéressant, Oui. c'est de parler de votre expérience, peut-être la différence, si vous en voyez entre l'accompagnement de personnes par rapport à la gestion de la douleur et la gestion de la fatigue. Est-ce qu'on peut faire des parallèles? Est-ce que c'est plus difficile d'un côté que de l'autre? Voilà, nous donner Oui, bien sûr. exemples, des Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, les personnes fragiles, c'est dans diverses situations et la grande majorité de ces personnes auprès desquelles j'agis est confrontée à cette fatigue, hein. Il y a les douleurs, les effets secondaires des traitements, il y a des symptômes fatigants, il y a la dépression aussi, la fatigue psychique, l'épuisement qui est, pour citer par exemple les aidants, parce que j'interviens aussi auprès des aidants, il peut y avoir l'épuisement physique et moral de l'aidant. Et puis, bon, dans d'autres fragilités, il y a évidemment le corps qui est douloureux, éprouvé par un parcours de vie difficile. Il y a voilà, donc tout ça, les troubles dépressifs, l'isolement, le manque d'élan. Je pense que c'est aussi très important de mentionner ça dans le cadre de la fatigue. Le manque d'élan et après, il y a les troubles du sommeil aussi. C'est vraiment récurrent chez les personnes fragilisées. Et tous ces éléments-là, ça génère de la fatigue. Donc nous, on va agir par rapport aux soins, au toucher, en essayer d'améliorer la qualité de vie des bénéficiaires de nos soins, hein, leur apporter un mieux-être. C'est un mot que je préfère au mot bien-être, hein. La psychosocio-esthéticienne, elle n'a pas de baguette magique. Les personnes vont se sentir mieux, voilà, plutôt que bien face à la chronicité de la fatigue. C'est important de dire que c'est une approche globale de la personne. On va agir sur sa santé physique, évidemment, mais aussi sa santé psychique et sa santé sociale. Donc, voilà, les soins que l'on fait, c'est soins du visage, tout ce qui est en rapport avec une amélioration de l'état cutané de la personne. Au départ, c'est ça, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est la personnalisation du soin, c'est-à-dire qu'on a en connaissance le vécu de la personne que l'on reçoit. Il y a la personnalisation des soins, il y a l'écoute qui est active. Voilà, donc soins du visage, beaucoup de massages doux, beaucoup tout ce qui est sensoriel aussi, donc ça va passer par les odeurs, les textures des produits que l'on utilise, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, c'est un moment, un soin que l'on va faire dans un cadre sécurisant, un cadre calme, pour les soins individuels, où la personne va vraiment voilà, avoir un temps rien que pour elle. Donc évidemment, il y aura le moment de détente, etc. Mais pas que. Il y a aussi toute cette sensibilisation, sensibiliser les personnes à prendre soin d'elles. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est important en fait dans notre métier. Et par se prendre soin de soi, c'est pas uniquement prendre soin de soi au niveau physique, au niveau cutané, pendant cette séance-là, c'est aussi redonner, travailler la réestime de soi, redonner confiance, redonner de l'élan par cette sensibilisation au prendre soin.
Donc, c'est des soins individuels, mais c'est aussi des ateliers. Alors, dans les ateliers, on va élargir un peu plus par rapport à une thématique, une thématique plus précise qui sera peut-être mise en place aussi par une équipe, parce qu'on travaille aussi, notamment au sein des structures. On fait aussi du domicile, mais on intervient beaucoup au sein des structures. Donc, c'est un travail. On n'est pas un électron libre. La psychosocio-esthéticienne travaille de très près avec les équipes pluridisciplinaires sur les objectifs. Sur les objectifs de la structure, ça peut être, il y a différents objectifs. Et là, face à la fatigue, c'est vraiment apporter un mieux-être, travailler sur le lâcher-prise aussi, sur l'acceptation de cette fatigue, ça c'est très important. Voilà, stimuler, comme je le disais, prendre soin de soi, donc ça va donner un regain d'énergie. On le voit d'ailleurs, quand les personnes assistent à des ateliers, elles repartent avec le sourire, avec plus de dynamisme, plus d'élan. Elles ont envie de faire des choses. Donc, c'est aussi sensibiliser sur cette possibilité de combiner sa vie avec la fatigue. Voilà, que la personne redevienne actrice de son mieux-être. Vous parlez de fatigue, on est là sur une question principale qu'on a eue. Est-ce que ça fonctionne, les soins que vous proposez pour toute forme de fatigue? Et qu'est-ce que quand on est épuisé au sens où aller chez un kinésithérapeute, par exemple, un simple massage Oui. vous met en crise d'épuisement et que c'est impossible, est-ce que vous, les soins qui passent par le corps, est-ce que vous avez de l'expérience avec des personnes comme ça? Vous vous déplacez à domicile, on a des questions sur comment accéder à ces soins, est-ce qu'ils sont remboursés, comment on peut être pris en charge? Alors, pour la prise en charge, initialement, la psychosocio-esthétique, elle est faite pour que les bénéficiaires des soins aient les soins gratuitement. Ça, c'est vraiment le principe premier de la psychosocio-esthétique. Et comment? C'est-à-dire que nous, on intervient, on est appelé par les structures médico-sociales. Une structure va nous contacter pour mettre en place des soins psychosocio-esthétiques, des séances individuelles ou des séances collectives ou même des soins à domicile. Donc moi, je fais le soin avec la personne. En l'occurrence, ici, on parle de personnes fatiguées. Et ensuite, moi, c'est la structure qui me rémunère. Donc souvent, les structures peuvent obtenir des budgets par rapport à la région, où elles ont leur propre package de budget qu'elles vont allouer à des soins de confort. Voilà. Après, ce sont des soins effectivement qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Peut-être certaines mutuelles, mais très peu, intègrent la psychosocio-esthétique dans leur panier de confort. Donc nous, avec la Fédération nationale des socio-esthéticiennes, on est en train de œuvrer pour la reconnaissance de ce métier-là et de nos soins, et notamment une prise en charge par la sécurité sociale. Mais bon, c'est une longue bataille qui est en cours. Donc voilà, après pour les tarifs des soins, pour vous donner une idée, c'est les soins à domicile, c'est un soin individuel d'1 heure, c'est 60 €. Et puis après, il y a les soins en structure individuelle à 50 € et les ateliers où c'est un peu plus. On a des remarques sur les structures dont vous parlez. Donc, j'imagine que ça veut dire que la pathologie est reconnue, qu'il y a des accords, qu'il y a des liens qui se font entre les lieux où vous pouvez pratiquer. Bien sûr. Puis, alors, il semblerait, enfin, en tout cas, dans les malades qui sont en contact avec nous, et notamment, je parle pour la SFC, mais pour d'autres associations, qu'on découvre en fait cette méthode, on découvre cette possibilité, mais comment
un malade épuisé peut se faire prescrire quelque chose, peut aller dans un centre ou comment on peut travailler avec vous ou votre groupement, le groupement des professionnels comme vous pour permettre Oui, alors, de faire accéder d'autres malades à tout cela. bien sûr. Alors, la première chose, c'est que effectivement, on a une fédération. Donc, si quelqu'un, un particulier, une personne fatiguée, veut avoir accès à nos soins, alors soit elles peuvent contacter directement la Fédération nationale de socio-esthétique selon son lieu de domicile pour trouver la psychosocio-esthéticienne qui est pas loin de chez elle. Après, la personne peut, si elle fréquente par exemple une structure régulièrement, elle peut entrer en lien avec le responsable de la structure et peut-être évoquer la possibilité de mettre en place des séances individuelles, collectives en psychosocio-esthétique. Et moi, je suis évidemment tout à fait ouverte à entrer en contact avec tout le monde, hein, que ce soit les particuliers, les structures. Moi, aujourd'hui, j'interviens dans différents endroits. Alors, je fais un petit peu de domicile. Hein. C'est surtout, je travaille surtout au sein des structures médico-sociales, mais je fais un petit peu de domicile, notamment avec une plateforme de répit, par exemple, pour les aidants. Et puis aussi, je suis en contact étroit avec un réseau de santé sur Paris. Donc là, ce sont des personnes malades souffrantes, qui ne peuvent pas se déplacer hors de chez elles. Donc voilà, elles ont alloué un budget pour mes interventions en psychosocio-esthétique. Mais sinon, j'interviens dans des résidences autonomie, des EHPAD, mais aussi il y a des projets qui sont montés avec la CAF ou alors avec les centres communaux d'action sociale, les CCAS. J'interviens aussi dans les centres sociaux et culturels. Et puis après, les petites unités de vie, là c'est autre chose, c'est un autre public dans les foyers d'accueil médicalisé. Merci beaucoup. Etc. Frédéric, vous voulez faire écho à ce qu'a dit Ariane, peut-être de façon complémentaire? Est-ce que ces méthodes, elles ont les mêmes effets? Est-ce que vous pratiquez votre expérience avec les personnes qui viennent vous voir ou est-ce que l'une est plus propice à tel type de situation que l'autre? Oui, alors j'interviens en fait dans différents domaines et alors à la fois comme Ariane, j'interviens dans des structures et j'interviens aussi beaucoup au sein d'associations où là, eh bien, ce sont des séances de groupe. Souvent. Et il peut y avoir aussi des associations où j'interviens à domicile en individuel. Et donc, dans les autres associations où j'interviens pour des séances de groupe, ce sont des séances qui sont payantes, mais à des prix attractifs, bien évidemment, puisque en fait, la séance de groupe permet un tarif acceptable par le biais de différentes associations comme la FA ou la FPRIC, enfin voilà, différentes associations. Et puis, effectivement, les séances peuvent être prises en charge par certaines mutuelles, mais en individuel, oui, c'est évidemment plus onéreux. Alors après, j'interviens en fait à dans différents domaines, tels que on en parlait d'ailleurs. Des patients en parlaient dans le moment du pacing, dans la gestion des émotions. La gestion des émotions, comment arriver à gérer une émotion avant qu'elle ne déborde. Les douleurs, qu'on arrive assez bien on va dire, à gérer, c'est un peu difficile comme mot, mais disons à maîtriser, on va dire, les douleurs. Et puis, reprendre l'écoute de son corps, être à l'écoute de son corps, s'écouter. Ça n'est pas s'apitoyer, mais c'est s'écouter de façon à reprendre contact avec son corps, ses sensations, ses ressentis, et pouvoir en fait avoir une harmonie entre
le corps et puis notre mental. C'est cela qu'on vise en sophrologie. Et cet équilibre, cette harmonie, finalement, fait que on vit mieux notre état. Donc, c'est à la fois aussi accepter de ne pas être forcément à plein régime, je dirais, quelquefois. C'est accepter que, bien, il y a des jours où on ne peut pas faire ce que l'on souhaiterait faire. C'est aussi accepter, en fait, que notre état d'aujourd'hui n'est pas le même il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans. Et donc, c'est la capacité de retrouver justement nos capacités, nos ressources, parce qu'on a tous des ressources et des capacités, mais c'est d'aller justement retrouver ces ressources et ces capacités de façon à faire chacun à son rythme. On ne peut pas, en fait, quand on a une maladie chronique, appréhender les choses à faire de la même façon aujourd'hui qu'il y a un an, 5 ans, 10 ans. Et donc, c'est d'accepter de faire les choses un peu différemment, mais de faire des choses tout de même, en fait. Donc, c'est en sophrologie, on arrive à reprendre confiance finalement, confiance en soi bien sûr, confiance en ses capacités et confiance en ses ressources. Retrouver cette harmonie entre le corps et le mental. Parce que souvent, les personnes que je rencontre ont un écart, une différence, un déséquilibre entre le corps, ce que la personne ressent de son corps et son mental. J'écoutais tout au long de cette journée des personnes qui disaient j'aimerais faire telle ou telle chose aujourd'hui ou tel jour, j'ai voulu faire ça mais je ne pouvais pas. C'était terrible, j'étais au fond de mon lit et je m'en voulais de ne pas pouvoir faire. Beaucoup de patients ce matin et cet après-midi ont parlé de culpabilité. Et donc, en sophrologie, on travaille sur ces émotions, sur cette culpabilité, et puis sur cette acceptation de ce que l'on peut faire, parce qu'on peut toujours faire quelque chose avec modération, avec ce que l'on peut faire, et pas forcément avec ce que l'on doit faire. Donc voilà. Je ne sais pas si... Moi, c'est effectivement, je rejoins beaucoup Frédéric, hein, quand elle parle d'acceptation de cette fatigue. Effectivement, on va, comme je disais tout à l'heure, on va restimuler chez la personne cette envie de prendre soin de soi, de s'accorder des moments rien que pour soi, et que la personne redevienne vraiment actrice de son mieux-être. Elle peut trouver effectivement ce mieux-être dans le toucher relationnel, hein, du soin. Ça va procurer un moment de plaisir. Sur l'instant, ça va enlever l'idée que la fatigue anéantit tout. En même temps, on va soutenir la personne à accepter ces moments où la fatigue met au fond du trou, mais introduire l'idée voilà, qu'il faut que chacun, comme le disait Frédéric tout à l'heure, chacun a des ressources quelque part. Et donc toujours introduire l'idée auprès de ces personnes qu'il faut toujours remonter, que chacun a la capacité de rebondir. Voilà. Je me permets de revenir sur deux choses, la notion d'acceptation et la notion de gestion de la fatigue. Donc, est-ce que je me trompe beaucoup en reformulant, en disant que vous aidez les personnes à changer leur rapport à la fatigue plutôt que d'agir directement sur la fatigue, oui. donc sur leur rapport à la maladie et sur voilà, s'autoriser, comme disait Aurore tout à l'heure, s'autoriser à. Et deuxième chose, acceptation, ça me questionne toujours. On décrit les étapes dans la maladie, le déni, l'acceptation, etc. On parle beaucoup de résilience.
avec des malades, notamment avec Emmanuel Jouet, une fois, où on parlait beaucoup des savoirs expérientiels, on disait, mais finalement, c'est inacceptable. On n'accepte jamais d'avoir perdu sa vie d'avant, on n'accepte jamais le handicap. On a des moments où on peut vivre une vie quand même, on va dire heureuse, où on peut être heureux avec, mais quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on doit accepter? Parce que, et dans quel sens? Alors, je comprends bien qu'il y a l'idée de ne pas se révolter, de ne pas lutter contre, et on pourrait parler de la métaphore guerrière qui est dans le domaine de la maladie et qui me semble poser problème. On vous dit, Oui. battez-vous, les soignants, sans doute maladroitement. On vous annonce un cancer, une maladie, vous devez être un battant, du courage. Et les malades ont peur de ne pas être courageux. Je pense qu'on est dans un discours qui n'est pas juste. Il n'est pas question de courage. De toute façon, on n'a pas le choix. Et de se battre. Eric Fiat, qui s'est prêté à Parlons Fatigue, des conversations avec l'espace éthique PACA, PACA Corse, le 10 novembre, parlait du roseau et du chêne. Et il disait, face à la fatigue, sans doute, à toutes les fatigues, les bonnes, les mauvaises, il ne faut pas se durcir, il faut ployer et se courber et accepter au moment où on est dans le creux de suivre ce mouvement en souplesse, en attendant que revienne une petite embellie dans notre météo de l'énergie. Quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on travaille en fait particulièrement sur les douleurs ou la fatigue, sur finalement de ne pas se battre contre, mais quand je parlais d'acceptation, c'était d'accepter en fait cette fatigue ou cette douleur, de pouvoir mieux la mettre à distance, mieux la gérer entre guillemets. C'est-à-dire que plus en fait on a depuis longtemps maintenant identifié que plus on lutte contre la douleur, c'est-à-dire plus on se bat contre la douleur, et plus la douleur est présente à notre esprit, à notre conscience, et plus elle est présente en fait. Et le fait finalement d'accepter cette douleur, de dire ok, très bien, comme la fatigue, elle est là, ok, ben comment je vais faire pour me redonner un peu d'énergie, comment je vais faire par exemple sur une douleur pour la diminuer, pour éviter qu'elle ne prenne trop de place. En fait, c'est de ne pas lutter contre, mais c'est de l'accepter, c'est là, c'est ok, j'accepte. Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'accepte. J'accepte aujourd'hui que finalement, je vais devoir, là on parle de devoir, rester tranquille dans mon lit ou dans un fauteuil, peu importe, au repos, parce que je ne pourrais pas faire d'efforts. Des personnes l'ont bien dit d'ailleurs cet après-midi et ce matin, c'est que on peut culpabiliser en disant bah oui mais alors non je devrais faire ci, les amis m'ont appelé, il faut que je réponde, etc. Mais finalement ça devient plus nocif que positif. Et donc le fait de s'autoriser, hein, on s'autorise, on s'écoute, on s'apitoie pas, mais on s'autorise, on s'écoute, on dit ok, ben là je ne peux pas faire, je me repose. Et ça en fait, on peut le faire le plus souvent possible pour éviter à un moment donné de tomber dans le trou parce que on ne s'est pas beaucoup écouté et on a voulu lutter contre cette fatigue, par exemple. Merci beaucoup, Frédéric. Ariane, est-ce que vous souhaitez compléter ou donner votre avis Non, sur tout à cette fait. C'est beaucoup. importance? Je rejoins beaucoup Frédéric sur tout ce qu'elle dit. Mm. C'est beaucoup s'écouter, c'est beaucoup ce qu'elle mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire accepter aussi le changement, qu'on n'est plus la personne qu'on était avant, et essayer de gérer au mieux cette fatigue, parce qu'effectivement, souvent, voilà, c'est une chronicité, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est là, donc il faut combiner sa vie autour de cette fatigue.
et de vraiment la refuser complètement, ça ne permettra pas à la personne d'aller mieux. Il faut qu'elle puisse accepter effectivement cette fatigue. Alors après, il y a les soulagements de douleur, on va dire, dans le temps du soin. Hein, le temps, les personnes vont témoigner, vont dire pendant la séance, là, j'ai tout oublié, j'ai oublié la douleur, j'ai oublié la fatigue. Donc il y a cet effet de soulagement immédiat pendant les séances, notamment les séances de massage. Mais la psychosocio-esthétique a aussi un accompagnement, et c'est pour ça que ça s'appelle psychosocio-esthétique. On a un rôle psychologique aussi. Donc beaucoup d'écoute. Souvent les personnes sont des personnes qui ont besoin de beaucoup parler, beaucoup échanger, développer une confiance en soi, voilà, et conforter ce sentiment d'identité. Voilà, j'existe, je ne suis pas qu'une personne fatiguée, je suis aussi une personne, j'existe en tant que femme, en tant qu'homme. Voilà, on a ce rôle psychologique aussi dans la facilitation de la parole, que les gens puissent verbaliser leurs ressentis. Et puis, à travers nos soins, on a aussi notre rôle social, hein, sortir la personne de son isolement, parce qu'on sait combien les personnes fatiguées ont tendance à s'isoler. Donc, on va, par ce rôle social, redonner le goût aussi des liens sociaux. Et de toute façon, tout est lié dans le prendre soin de soi. Voilà, on s'accorde un peu de temps agréable, on prend soin de soi et on sait bien que quand on prend soin de soi, voilà, on se sent mieux avec soi-même, mais on se sent mieux avec les autres aussi. Donc, c'est redonner un peu cet élan-là. Merci Laurence, vous qui travaillez beaucoup en proximité avec les associations dans vos fonctions à France Asso Santé. Est-ce que vous avez des retours de témoignages à donner ou des leviers qui peuvent être cités pour ce que peuvent faire les associations pour mettre à portée des malades ce type d'approche? Oui, effectivement, c'est un énorme problème et une préoccupation de France Asso Santé parce que les thérapies complémentaires ne sont pas remboursées et pour le coup, évidemment, cela réduit l'accès à ces thérapies qui sont extrêmement intéressantes. Moi, on a travaillé donc avec Frédéric et Ariane sur un projet pour accompagner des personnes en situation de douleur chronique et de vulnérabilité sociale. Et on a vu dans l'évaluation, on a vu à quel point ça a été extrêmement important. La sophrologie et la socio-esthétique ont énormément apporté à ces personnes qui étaient vraiment qui avaient un score de douleur très élevé. Donc, les thérapies complémentaires, on sait qu'elles fonctionnent de manière différente, évidemment, selon les individus, et ça serait absolument fondamental de les rembourser. Donc, nous, on mène un plaidoyer en ce sens, donc pour essayer de convaincre l'assurance maladie de permettre un remboursement, parce que c'est vrai que je voyais dans le chat des personnes qui disaient que quand on n'est pas dans une structure, quand on n'est pas dans une association, évidemment, c'est très compliqué d'accéder à de la sophrologie ou de la socio-esthétique. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je dirais, enfin, c'est difficile, mais c'est aussi à chacun de plaider ou de participer. Donc, quand il y a des plaidoyers ou des pétitions, donc vraiment d'essayer d'influer l'assurance maladie pour qu'elle rembourse ces thérapies. On va s'apercevoir de plus en plus qu'elles sont totalement indispensables. Voilà, mais notamment, je dirais même qu'elles peuvent parfois pallier à l'absence d'accompagnement ou d'accès aux soins. Là, je voyais quelqu'un qui disait on attend déjà 1 an pour avoir des rendez-vous dans le centre de la douleur. Oui, effectivement, on attend à peu près 1 an, en tout cas à Paris. Donc voilà, donc parfois même solution palliative d'attente, ça peut être extrêmement intéressant de commencer déjà des thérapies complémentaires. Voilà, donc ce sont les associations, la force des associations qui feront aussi, qui s'uniront pour un plaidoyer et pour faire que un jour on arrive on l'espère, à rembourser les thérapies complémentaires. Merci. Alors, dans le temps qui nous reste, je regarde un peu ce qu'il y avait dans vos questions. Donc, un témoignage de Chantal qui nous dit « La sophrologie m'aide
m'aide depuis de nombreuses années, tant dans la douleur que dans l'acceptation de la maladie et le regard de l'autre. Elle permet d'être à l'écoute de son corps et de soi et de ses possibilités. C'était une remarque qui a été mise en début de séance, donc avant qu'on aborde ce point-là. Une question à Ariane de Pascal. Est-ce que les soins conviennent à des personnes hypersensibles aux produits chimiques? Quels produits sont utilisés? C'est une bonne question. On fait toujours attention, selon le public auquel on a affaire, des produits que l'on va utiliser. Donc moi, j'essaye de travailler quasiment tout le temps avec des produits bio, avec peu d'ingrédients. Je demande toujours en début de séance si la personne a des allergies particulières. Et puis moi, en tant que socio-esthéticienne, je peux détecter aussi une peau qui peut être très réactive, par exemple. Donc, j'utilise les produits en fonction du type de peau de la personne. Mais voilà, je n'utilise pas n'importe quel produit, effectivement. Merci. Une question d'Adeline. À quand un centre de la fatigue ou centre des fatigues? C'est justement l'un des objectifs que s'est fixé le groupe de travail, en fait, quand nous sommes rassemblés sur le même constat que les travaux sur la fatigue étaient balbutiants complètement en France, tant sur la formation des professionnels de santé que sur les définitions, que c'est sur l'évaluation. Une idée est que peut-être un centre de référence de la fatigue pourrait être la solution. C'est à questionner. Un bémol a été mis hier au webinaire fatigue par le docteur Galli et le docteur Darmon, avec deux arguments. Le docteur Darmon, qui est médecin généraliste, professeur de médecine générale à l'université Côte d'Azur, disait il ne faudrait pas éloigner la prise en charge et le diagnostic à partir de fatigue très impactante, handicapante, d'épuisement de la médecine de ville et l'éloigner du principal interlocuteur qui reçoit la première plainte des symptômes de fatigue. Et un obstacle à lever, disait le docteur Galli, qui est interniste, c'est d'éviter que le fonctionnement très, très cloisonné en silo qu'on connaît dans la médecine, dans les spécialités. Les centres de la douleur, il y a un support, le système nerveux, qui est un support physiologique bien identifiable aux douleurs, même si les douleurs sont diverses. Pour la fatigue, on n'a pas un substrat unique. Vous pourrez voir sur des vidéos que nous a fait le professeur Grégory Blin, qui travaille sur le muscle, le cerveau et la fatigue. Il y a des fatigues qui naissent au niveau musculaire, le périphérique, ou dans le système nerveux périphérique. Il y a une commande aussi au niveau du système nerveux central. Et donc, un fatigologue, pour l'instant, il n'y a pas de spécialité. Et à la limite, ça serait un super interniste, parce qu'il faudrait qu'il soit formé à toutes ces dimensions. Et la première première mission de ces centres serait d'éviter qu'un épuisé passe à côté d'un diagnostic d'une maladie qui est en train de s'installer et qui peut être prise en charge. Donc voilà. Donc, oui et non, c'est un travail de réflexion conjointe que nous avons à mener avec tous les chercheurs, les médecins, les chercheurs de tous horizons qu'on invite, parce que ce rassemblement de la journée des fatigues, c'est aussi dire, venez témoigner, apporter vos lettres, vos dessins, vos chansons, vos slams, votre vécu de la fatigue du côté des malades ou des non-malades qui peuvent traverser des phases aussi d'épuisement pour d'autres raisons de ce qui se passe dans leur vie. C'est de faire un appel aux équipes de recherche. On a eu l'équipe d'Ingrid Banovic ce matin qui a fait un travail innovant pour proposer un outil d'évaluation de l'asthénie chronique, mais les travaux sont très, très, très rares et ils sont faits par pathologie. On a des travaux sur la fatigue dans le cancer, la fatigue dans la maladie de Crohn, la fatigue dans les myopathies, mais par des spécialités divisées. Donc, nous avons un long travail de réflexion et nous sommes là pour accueillir toutes les suggestions, les fédérer et grâce au soutien de France Asso Santé, les faire remonter. Et à cette occasion, je voudrais adresser mes remerciements personnels à Laurence Roux, qui avec enthousiasme a guidé les associations pour former ce groupe de travail
est là aujourd'hui et qui l'est à titre professionnel, à toutes les compétences qu'elle a, mais qui a fait au-delà en étant aussi bénévole avec nous à certains moments et aujourd'hui dimanche. Est-ce qu'une conclusion peut-être ou quelque chose à apporter pour guider les malades, Frédéric, Ariane? Je dirais peut-être qu'il faut accueillir la fatigue, ne pas lutter contre, mais l'accueillir et puis tenter eh bien de gérer un peu cette fatigue, de pouvoir un peu l'appréhender, l'accueillir et puis vivre avec finalement cette fatigue et pouvoir malgré tout agir, comme disait Ariane, hein, c'est l'action aussi, c'est d'agir, c'est de faire quand même des choses, et parce qu'on a tous des capacités et des ressources, et de reprendre confiance en soi en fait. Tout à Merci fait. beaucoup, C'est Ariane. vraiment essayer de donner un peu d'élan, voilà, un peu ou beaucoup d'élan aux personnes qui sont fatiguées. Moi, j'aimerais pour conclure, en tout cas, j'aimerais bien partager des paroles de bénéficiaires de mes soins. Alors, on entend « je me sens plus vivante ». Votre soin me dynamise, je vais sortir un petit peu aujourd'hui. Il y a aussi, ça fait du bien aussi de parler ensemble. Je me sens écoutée, merci aussi pour ça. Ça fait du bien, j'oublie tout. Ça fait du bien, pas seulement pour le soin, mais ça agit aussi sur mon moral. Il y a même quelqu'un qui me dit « vos doigts sont comme des médicaments ». Alors évidemment, ça me fait très plaisir d'entendre ça, mais je précise que la psychosocio-esthétique ne se soustrait pas du tout à un parcours médical, hein. Donc j'insiste toujours auprès des personnes, voilà, c'est un accompagnement en parallèle à un parcours médical. Et voilà, donc cette personne qui m'a dit ça, c'est très gentil, mais j'ai rajouté, attention, il faut continuer votre traitement médical. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire, ce sont des phrases fortes, hein, ne serait-ce que je me sens plus vivant. Donc c'est surtout, comme je le disais au début, essayer de redonner un peu d'élan à la personne fatiguée.